Ne vous laissez pas réduire à votre caractère. Bonjour à tous, voilà la thématique que je vais vous proposer d'explorer ensemble aujourd'hui. Nous ne sommes pas notre caractère. Je suis enchantée de vous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que ça marche sur les 3 réseaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. On me dit que oui. Alors, j'ai encore une autre vérification à faire. Êtes-vous là? Je ne vais pas vous le faire comme sur scène. Êtes-vous là? Mettez-moi un petit commentaire sous cette vidéo pour que je puisse me rendre compte que oui, vous êtes bien là. Vous avez choisi de passer une petite heure, je vais essayer de ne pas être trop longue aujourd'hui, avec moi autour de cette thématique. Non, nous ne sommes pas que notre caractère et c'est pas OK de nous laisser ainsi réduire. Pourquoi cette thématique? Eh bien parce que souvent, j'entends des personnes me dire en forme d'excuse: «C'est dans ma nature». Or, tout au contraire, quand elles disent ça, elles sont pas du tout en train d'évoquer quelque chose qui leur serait vraiment propre à l'origine, mais quelque chose qui s'est construit dans leur vie, qui est un peu le résultat de ce qu'elles ont traversé, qui est plutôt une adaptation, parce qu'il a fallu s'adapter. Voilà. Alors on va prendre le temps aujourd'hui de se poser la question finalement, qu'est-ce qui nous définit aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment nous? Qu'est-ce qui n'est pas tant que ça nous? Qu'est-ce qui peut peut-être évoluer? Ce sera notre thématique aujourd'hui, avec toujours cette ambition de développer, redéployer notre capacité à être vraiment nous-mêmes, à être librement nous-mêmes. Ah bah dit comme ça, moi je trouve que c'est vraiment sympa, hein. Je fais un beau métier. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes là? Allez, dites-moi que vous êtes là. Dites-moi peut-être pourquoi vous êtes venu écouter cette intervention, pourquoi vous avez envie de réfléchir à ça. Allez, j'ai envie de vous lire. Je vous attends quelques instants, le temps que tout le monde arrive, s'installe. Alors, je vais aborder cette thématique de manière structurée, comme j'en ai l'habitude. Je vous proposerai 3 temps. Le premier, on ira observer comment le bébé arrive quand même avec un bagage, avec un tempérament, des singularités, voilà, avec des choses qui lui sont vraiment propres avant même d'arriver dans la vie. Ensuite, on ira voir dans un deuxième temps comment se construit le caractère dans la relation. Voilà, j'ai déjà presque tout dit et en même temps, on développera tout ça. Et puis, dans un troisième temps, on ira s'intéresser à la personnalité, voilà, et en quoi cette personnalité n'est pas figée, bien au contraire, et en quoi elle peut évoluer. Voilà notre programme en 3 temps. Bien sûr, je vais apporter des tas de choses, peut-être nouvelles pour vous, et surtout, je vais apporter des exemples, des témoignages et je vous inviterai à vous pencher sur votre propre construction et personnalité aujourd'hui. Alors, bonjour Laurence, enchantée de t'accueillir aujourd'hui. Ah, je vois Laurence que tu as déjà une idée en tête en arrivant m'écouter. Voilà, on avait parlé de mauvais caractère dans ton enfance. Eh oui, alors, sale caractère, elle a du caractère, c'est dans son caractère. Bref, beaucoup d'expressions qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Super, super, super. Allez, qui d'autre? Dites-moi, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet? Voilà. Je le redis, on m'évoque d'habitude plutôt c'est dans ma nature. C'est terrible ça, c'est dans ma nature. Ça semble dire, hein, c'est foutu, hein, on ne peut rien changer à ça. Tout au contraire, tout au contraire. Allez, c'est parti. On se lance dans notre programme. Alors, première partie, le bébé arrive avec sa singularité,
avec son tempérament. C'est la définition du tempérament. C'est ce avec quoi l'enfant arrive au monde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Je vais être très large dans ma compréhension de ce avec quoi le bébé arrive. Et on va commencer par le physique, hein. Moi, je suis petite et on n'a pas fait de moi une grande, 1,57 m, point. Voilà. Mais c'est aussi la santé. Il y a des enfants qui arrivent avec une plus ou moins bonne santé, avec des particularités sur ce sujet. C'est aussi la beauté. Et ça change les choses, suivant qu'on arrive gracieux ou autrement. Voilà, il y a plein de sensibilités aussi qui relèvent de la génétique et qui vont avoir un impact. Il y a aussi tout ce que nous avons déjà en arrivant hérité de nos parents, hein. Nous sommes l'enfant de nos parents, voilà, petits comme eux, etc. Il y a aussi tout ce dont on a hérité parce qu'on arrive, alors pour moi, c'était la deuxième, voilà. J'avais une sœur, et j'étais la deuxième. Ça change la donne, hein. Et puis, il y a encore tout le vécu intra-utéro. On a quand même déjà passé 9 mois dans cette famille, avec cette mère-là, avec ces parents-là et peut-être ces frères et sœurs-là, dans ce contexte-là. Et tout ça, ça fait partie de ce avec quoi on arrive. Voilà, pour aujourd'hui, je vais appeler ça le tempérament. Et ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que ça, c'est donné. C'est-à-dire qu'on arrive avec ça. Et que pour la famille dans laquelle on arrive, c'est donné. L'enfant arrive avec ça. Et ça va impacter beaucoup de choses. Ça va impacter le comportement de notre entourage. Imaginez, cet enfant est adorable. Il a des cheveux, il a déjà une bouche toute bien dessinée. Tout le monde va se pencher sur son berceau en admirant cet enfant. Mais parfois, ça arrive, j'en ai déjà vu, il est franchement pas beau ce nourrisson. Alors évidemment, les gens ne vont pas se pencher sur lui de la même façon. Vous voyez? C'est donné, c'est comme ça, c'est pas autrement et ça change déjà beaucoup de choses dans ce qui va être vécu par le nourrisson au milieu de son environnement. Autre exemple, l'enfant arrive, il est plus ou moins demandeur. Imaginons que ce soit quelque chose qui préexiste. Ça va aussi beaucoup changer les choses, hein. On va l'accueillir avec beaucoup de satisfaction, surtout si c'est une fille. Qu'est-ce qu'elle est sage, qu'est-ce qu'elle est gentille, etc. Vous voyez, on va se comporter avec cet enfant-là tout à fait différemment de l'autre enfant qui va sans arrêt demander, toujours sembler avoir besoin de quelque chose. Alors, ce sera tout différent au niveau des réactions de maman, de papa, des frères et sœurs et de tous les gens qui sont là autour. Voilà. Ce qui est donné au départ, ce tempérament, a déjà une grande influence. Et puis, ça va aussi impacter le comportement de l'enfant. Imaginez, si c'est un enfant très sensible, eh bien, une couche mouillée, un bruit intempestif dans la maison, ça va le faire réagir et tout ce qui va s'enchaîner sera différent d'un autre enfant qui serait très peu sensible et pour qui une couche, quelle qu'elle soit, ça va toujours, le bruit, pas de souci. Voyez, ça va aussi beaucoup changer son comportement à lui et tout ce qui va en découler. Alors, j'ai pas dit que sensible, c'était bien ou mal, vous voyez, mais en tout cas, cet enfant-là, il va potentiellement rencontrer des difficultés liées à cette sensibilité ou des opportunités liées à cette sensibilité. Prenons un autre exemple. Un enfant qui serait sensible à la récompense. Imaginons que ce soit quelque chose de donné. Et bien là aussi, voilà, cet enfant-là, s'il est sensible à la récompense, il va être très preneur des encouragements de maman, de papa, ça va l'aider à beaucoup grandir. On pourrait imaginer aussi qu'il va être
très sensible à cette récompense et que ça va le décourager, que ça va le mettre dans une situation d'abandon. Là où un enfant qui est peu sensible à la récompense n'a que faire de tout ça, ou beaucoup moins en tout cas, et va beaucoup plus évoluer en fonction de ses envies, de ses plaisirs et de... Vous voyez un petit peu toutes les différences qui vont se jouer. Déjà parce qu'en arrivant au monde, l'enfant a ses singularités, son tempérament, ça va beaucoup changer de choses. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter par rapport à ça? C'est que l'enfant arrive avec son tempérament, ses données pour lui, pour l'environnement, et ça peut être parfois vraiment déroutant. Vous voyez, si une maman accueille un enfant qui lui ressemble, elle s'y reconnaît, c'est quelque chose d'assez sympathique, hein, qui va l'aider à tisser ce lien d'affection, de compassion, de protection, etc. Et si, au contraire, la maman reçoit un enfant qui lui semble étrange, peu compréhensible, vous voyez, ça peut être vraiment déroutant. Et là aussi, la maman, eh bien, elle va, de manière totalement inconsciente, enfin comme elle peut, s'adapter à tout ça. Alors, qu'est-ce que vous dites de tout ça déjà? Le bébé arrive avec son tempérament, sa singularité. Moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que, à ce stade, vous reconnaissez chez vous comme étant de l'ordre de ce tempérament, de ces données de départ, de ces singularités déjà quand vous êtes arrivé au monde? Probablement que vous ne vous en rappelez pas, mais peut-être que vous en avez entendu parler, ou vous l'avez vu sur des photos, ou vous l'avez, voyez, reconstitué avec ce que vous avez essayé de comprendre de votre enfance. Qu'est-ce qui relève de cet inné, de ce que vous aviez déjà en arrivant au monde? Allez, je suis curieuse de vous lire. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me donnez comme information? C'était comment pour vous? Alors moi, je vous ai déjà dit, hein, je suis petite, voilà, j'étais la deuxième de ma fratrie. Quand je suis arrivée au monde, je ne le raconterai pas ici, mais je sais que ma famille traversait les suites d'une épreuve douloureuse. Vous voyez, donc tout ça, ça fait partie de mon bagage en arrivant. Je suis aussi arrivée, ça je ne le savais pas et je ne l'ai pas forcément entendu dire, mais je le comprends a posteriori, je suis arrivée au monde avec une grande sensibilité, une très grande sensibilité. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il en était pour vous? Qu'est-ce qui faisait partie de votre bagage en arrivant? Alors, Laurence, je suis curieuse de te lire. À part ce qu'on t'a collé comme étiquette, hein, mauvais caractère, ça, on laisse de côté, c'est pas notre sujet pour l'instant. Qu'est-ce qui faisait partie de ton tempérament en arrivant? Voilà. Alors, on pourrait penser que l'introversion, pour certains, fait partie du tempérament. Hein? Je ne vais pas dire timide, parce que timide, j'ai tendance à dire que c'est plutôt une compétence qu'on n'a pas encore, qu'on va développer. Mais oui, on peut bien sûr observer des enfants plus introvertis, c'est-à-dire allant chercher le réconfort, la réparation dans quelque chose d'intimiste, hein, en suçant leur pouce, par exemple, voilà, ou d'autres enfants qui iraient plutôt chercher le réconfort, la réparation, l'énergie dans le jeu, dans le contact avec papa, ou voilà, ça on pourrait effectivement remarquer déjà ces différences tout petits comme étant des différences à l'arrivée. Voilà. J'aimerais bien lire aussi, vous voyez, est-ce que s'il y a des mamans ici, je pense plus particulièrement aux mamans, mais les papas peuvent aussi répondre, bien entendu, est-ce que ça a pu être déroutant
d'accueillir un enfant qui, dès le début, semblait tellement différent de nos propres repères, hein? Voilà. Est-ce que ça a pu être déroutant? Je parle pas de toutes ces choses qu'il faut apprendre avec un nourrisson, bien sûr. Il pleure, on ne sait pas pourquoi, bien sûr. Mais vous voyez, voilà, j'ai déjà entendu, des enfants qui, dès les tout premiers instants, n'acceptaient pas qu'on les prenne blottis contre soi, avaient besoin de se tourner vers le monde. Vous voyez, probablement, peut-être cette logique d'extraversion que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, voir le monde et pas me mettre, en boule contre la poitrine de papa ou de maman. Voilà, ça c'était notre première partie. Le bébé arrive avec son tempérament, sa singularité. Vous voyez qu'on n'a pas encore parlé de caractère. Eh bien non, puisque dans ma deuxième partie, je vais évoquer que le caractère se construit après, après la naissance. Le caractère se construit dans la relation. Le caractère se co-construit dans la relation. Il se co-construit avec la mère, qui va être le premier interlocuteur. L'enfant naît de la mère, il va retrouver sa mère, il va se construire un lien très fort d'attachement. Le caractère va également se co-construire, bien sûr, avec le père, souvent un peu plus tard, le temps que la rencontre se fasse, que des activités dans lesquelles le père va davantage intervenir se mettent en place, vous voyez, comme apprendre à marcher, apprendre à faire du vélo et toutes ces choses-là. Bien sûr que les mamans peuvent s'y coller aussi, hein. Et puis le caractère va aussi se construire dans la relation avec la fratrie qui est là, euh, les maîtresses ou les maîtres d'école et les autres entraîneurs de sport et profs de musique, etc. Vous voyez, tous ces adultes avec qui l'enfant va interagir et se construire. L'enfant donc arrive avec son tempérament, mais il fait une rencontre, il fait des rencontres dans un environnement familial et social. Les parents et l'environnement sont ce qu'ils sont. Les parents parfaits n'existent pas, l'environnement parfait n'existe pas, et de toute façon, parfait, ça voudrait dire quoi? Parce qu'il va falloir apporter à cet enfant ce dont il a précisément besoin. Et 2 enfants sont tout à fait différents. De quoi aura besoin cet enfant-là? À quel instant aura-t-il besoin de quoi? Eh bien ça, les parents, dans l'environnement où ils sont, vont plus ou moins bien comprendre, répondre, plus ou moins maladroitement répondre de travers, blesser l'enfant. Vous voyez, tout ça, ça peut arriver. Ça arrive forcément un peu chaque jour. Voilà. Et donc l'enfant, il va s'adapter. Alors, je ne parle pas de la petite maladresse d'un jour ou du petit manque d'un autre jour. Non, je parle de cette incompréhension, cette difficulté à répondre exactement comme il faudrait, cette blessure qui se répète par maladresse. Voyez, toutes ces choses qui vont se répéter un petit peu souvent ou qui vont occasionnellement être si intenses, si difficiles à vivre pour l'enfant que ça va imprimer quelque chose dans son émotionnel. Et alors l'enfant va s'adapter. Et c'est là que se construit le caractère. Alors si vous m'avez bien écouté, vous avez compris que le caractère se construit en adaptation à des choses difficiles à vivre. Et oui, c'est peut-être pour ça qu'on parle de sale caractère, de se forger un caractère, vous voyez, elle a du caractère, etc. Toutes ces expressions, enfin je ne sais pas, peut-être que vous avez des expressions autour du caractère qui sont douces et agréables à entendre, mais souvent, il me semble qu'autour du caractère, c'est un petit peu, il y a comme ça un peu des traces
d'une certaine difficulté, d'une certaine, comment je vais dire, rigidification, heu, de la personne et de son comportement. Oui, le caractère se construit dans l'adaptation aux difficultés qu'a subi l'enfant qui est sans ressources parce qu'il est encore petit. Il est petit à quelques mois, il est petit à 3 ans, il est petit à 7 ans et même encore à 17 ans, il est encore sans ressources par rapport aux situations qu'il affronte, en tout cas pas assez de ressources et voilà, il va encore s'ajuster. On parle en gestalt thérapie d'ajustement salvateur, voyez? Le caractère, ce sont des ajustements, j'ai dit adaptation, on peut dire ajustements salvateurs, c'est-à-dire des adaptations qui nous ont sauvé la mise et peut-être même sauvé la vie. Voilà. Alors, je parle de quoi? Ben, par exemple, une adaptation que je connais bien, c'est l'évitement. Vous voyez? L'enfant était très sensible et puis, l'environnement n'a pas été suffisamment attentif, assez précautionneux par rapport à sa sensibilité et alors il a vécu des choses qui étaient beaucoup trop intenses pour lui, beaucoup trop débordants sur le plan émotionnel, beaucoup trop douloureux et alors il s'est adapté en devenant ce qu'on appelle évitant. Et vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut même observer dans le cerveau. Il y a des choses qui s'adaptent et qui font que l'émotion ne passe plus, ou en tout cas plus directement. Vous voyez, elle est comme filtrée, elle est comme arrêtée, ça se passe ici dans le cerveau. Et ça va devenir difficile pour cet adulte plus tard de ressentir les émotions parce qu'il aura dû s'en protéger quand il était enfant. Vous voyez, alors cette adaptation va être salvatrice à ce moment-là. Ça va permettre de traverser l'enfance sans être trop chahuté, trop abîmé. Merci à cette adaptation. Merci à ce trait de caractère. Et en même temps, peut-être plus tard, l'adulte regrettera de ne pas ressentir les émotions autant que d'autres, parce que c'est beau de ressentir des émotions, parce que c'est utile de ressentir des émotions. Parce qu'aussi, en devenant évitant, il est devenu un petit peu froid, un petit peu distant, un peu moins chaleureux, humain, sympathique, vous comprenez? Voilà. Alors plus tard, cette personnalité, cette personne avec ce trait de caractère évitant aura peut-être envie de revenir là-dessus. Heureusement, on va y venir, ça va être possible. Autre exemple, eh bien, autre exemple, c'est celui de l'enfant qui aurait eu beaucoup de mal à recevoir l'attention de ses parents, de son père en grandissant. Il aurait eu beaucoup de mal à recevoir des marques de joie, de fierté, de reconnaissance de ses efforts, voyez. Alors, il aurait pu peut-être, dans cette enfance, heu, découvrir que s'il développait une forme de «coucou, je suis là, regardez-moi», vous voyez, on appelle ça flamboyant, un trait de caractère flamboyant. Il a pu peut-être se rendre compte qu'en développant cette facette-là, il attirait davantage l'attention sur lui, heu et c'était bon et nécessaire pour lui, voyez? Et c'est OK. Voilà encore un ajustement qui va permettre à cet enfant d'avoir à peu près, l'attention dont il a besoin, en tout cas suffisamment pour continuer à grandir. Sauf que peut-être plus tard, passé la trentaine, il en viendra à se dire un jour: «Mais, comment ça se fait qu'il faut toujours que je fanfaronne, qu'il faut toujours que je me mette au devant de la scène et puis si j'y arrive pas, je me sens complètement désintégrée», vous voyez? Merci à ce trait de caractère qui a sauvé la mise et en même temps, ça s'est construit, ça va pouvoir aussi, non pas se déconstruire, mais se retravailler. Voilà.
Voilà 2 exemples. Alors il y en aurait d'autres, hein, on peut avoir des ajustements, pour rester dans les jupes de maman, on deviendra dépendant, parce que c'est comme ça qu'on va trouver ce dont on a besoin avec maman ou bien, des ajustements de type, ben je j'attendrai avant de décider, je vais rester dans le doute parce que comme ça va me permettre de voyez? Ou encore, eh bien je vais garder, une énergie de lutte pour réussir à me faire ma place, voyez? Une énergie comme ça de combat. Il y a plein comme ça, potentiellement, de traits de caractère qui vont se développer par ajustement à une réalité trop difficile, trop blessante ou avec trop de manque pour l'enfant. Alors sur ce chemin, il y a des facteurs de risque, hein. J'ai évoqué tout à l'heure les tempéraments peu compatibles entre l'enfant et la mère, ou le père, eh bien, c'est un facteur de risque pour une moindre compréhension, une moindre adaptation de l'adulte à l'enfant et le besoin de s'adapter pour l'enfant, de s'ajuster à ces difficultés. Il va y aussi y avoir, eh bien, j'entends ça beaucoup dans mon cabinet, une mère dépressive. Vous voyez? C'est vraiment un handicap pour un enfant, d'avoir une mère qui n'est pas dans la joie de vivre, qui n'est pas pleinement disponible, qui ne peut pas se focaliser sur l'enfant autant qu'il en aurait besoin. Eh bien, l'enfant, oui, il va s'adapter, mais vous avez bien entendu que ce sont des ajustements salvateurs, merci aux ajustements, des traits de caractère qui sont des réductions de sa de qui il est, hein, des rétrécissements, des fermetures, hein, des rigidifications. Voilà. Un autre facteur de risque, ça pourrait être par exemple l'insécurité financière. Si on est arrivé dans une famille où on avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts, où le logement était, ne comportait pas tout le confort qu'on peut espérer aujourd'hui, ben, ça a pu vraiment générer aussi des risques de, de besoin d'adaptation pour l'enfant. Et à l'inverse, eh bien, on va pouvoir trouver des facteurs aidants, hein, on appelle ça des facteurs de résilience, mais par exemple, une faible sensibilité à la douleur. Vous voyez? C'est pas forcément un atout en soi, mais en même temps, quand viennent des douleurs, si je n'y suis pas trop sensible, eh ben, ça va m'aider à traverser les choses difficiles sans trop de dommages, pas forcément besoin de m'adapter. Ou encore, des parents en thérapie. Voilà. Et ils sont comme ils sont, ils ont fait comme ils pouvaient jusque-là, mais s'ils sont en thérapie, ils sont en train de remettre tout ça en question, de mieux comprendre, de reprendre aussi leur relation avec leurs enfants. Et tout ça, c'est vraiment un beau facteur de chance pour les enfants, qu'ils aient encore 3 ans ou déjà 15 ans. Vous voyez, j'ai beaucoup de parents, de mamans en particulier, qui viennent en thérapie avec cette idée qu'elles ne peuvent plus grand-chose pour leur enfant. C'est comme si c'était déjà joué s'agissant de les guider, mais en revanche, elles peuvent encore beaucoup, au travers de leur propre thérapie, montrer un autre exemple et montrer que les choses peuvent évoluer pour elles et dans la relation avec leur enfant. C'est magnifique. Alors, le moment est venu de vous reposer la question. Alors, après tout ce que je viens d'expliquer, c'est comment ce voyage pour vous au pays de votre enfance, voilà, à la découverte de votre tempérament, ça c'est ce qui était donné en arrivant à la naissance, mais aussi de la rencontre avec vos parents et avec votre environnement. Ça a bien matché ou ça a été plus difficile? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Voilà. Avec votre maman, telle qu'elle était à cette époque-là, ou avec votre papa et les autres figures que vous avez rencontrées par la suite. Voilà. Quelles ont été les adaptations qui ont été nécessaires parce qu'il n'y avait pas tout ce dont vous aviez besoin, exactement comme vous en aviez besoin? Allez, je suis curieuse de vous lire. Qu'est-ce que vous reconnaissez
de votre propre parcours. C'est pas un exercice facile, hein? J'ai moi beaucoup de recul, beaucoup d'années de travail sur moi, hein? Et j'y vois bien sûr beaucoup plus clair après des années qu'au début de ce travail que j'ai fait pour effectivement décrypter qu'est-ce qui est de moi ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous voyez, il m'a fallu déjà des années pour me rendre compte, je n'en étais pas du tout consciente, que je ressentais les sentiments, vous voyez, les choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens. Ça m'était totalement inconscient. Ben, les gens ne parlent pas tant que ça de leur façon de ressentir les émotions, hein. Donc voilà, je n'avais pas vraiment de point de comparaison. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte de ça, que pour moi une tristesse, c'était vraiment une grande tristesse, que pour moi un enthousiasme, c'était vraiment un très grand enthousiasme. Il m'a fallu encore du temps pour me rendre compte qu'il pouvait y avoir une grande différence entre ce que vraiment profondément je pouvais être touchée, hein, de manière très intense. J'ai parlé de ma sensibilité tout à l'heure, en même temps que ça ne se voyait pas. Vous voyez, ça ne se voyait plus. Voilà. Ça a dû se voir quand j'étais une toute petite fille, mais ça ne se voyait plus. Je ne le savais pas et beaucoup d'autres ne le savaient pas non plus. Alors vous, c'était comment? La suite de mon histoire, c'est comment j'en ai été amenée à basculer dans l'évitement, hein. On ne m'y reprendra plus à une telle douleur face à des choses de l'ordre des émotions, hein. Je vais me protéger. Vous voyez, j'ai parlé d'ajustement salvateur, on pourrait aussi parler de protection pour cet exemple de l'évitement, hein. Ou pour des personnes qui seraient effacées, on pourrait aussi probablement mettre le mot de protection. Eh bien moi, pour prendre moins de risques de revivre des choses trop difficiles, je m'efface. Voilà, hein. Alors, vous n'êtes pas bavard aujourd'hui. J'imagine que ça travaille. Et je vous propose d'entrer dans notre troisième partie. Le bébé arrive avec son tempérament, toutes ses singularités, ça c'était la première. Le caractère de l'enfant se construit, se co-construit dans la relation, dans les relations avec les personnes qui l'entourent. Et notre troisième partie, la personnalité ne nous résume pas. Définitivement, elle ne nous résume pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, notre personnalité, elle va continuer à évoluer tout au long de notre enfance et encore bien au-delà. Et typiquement, c'est l'estime de soi. Vous voyez, beaucoup de personnes me donneront raison parce qu'elles en ont vécu l'expérience. Elles sont arrivées à 18, 20 ans, 23 ans dans la vie professionnelle avec une estime d'elles-mêmes encore toute frêle. Et au travers de leurs expériences professionnelles, peut-être au travers de leurs expériences parentales ou associatives, elles ont encore considérablement progressé dans leur confiance en elles, dans leur amour d'elles-mêmes, dans leur image d'elles-mêmes, dans leur estime d'elles-mêmes. Vous voyez? Donc ça, ce sont des éléments de personnalité qui sont encore vraiment, vraiment, vraiment évolutifs au-delà de l'âge adulte. Mais même d'autres traits de personnalité qui sont peut-être plus liés au développement dans la toute petite enfance. Vous voyez, la capacité de réguler ses émotions, la capacité de s'attacher, de se détacher des personnes, toutes ces choses-là, ça aussi, ça peut bien sûr continuer à évoluer. Notre personnalité n'est pas figée, fort heureusement. On peut tout transformer, même l'inné. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai déjà fait un direct sur cette thématique. On peut tout transformer, même l'inné. Bon, pour ma taille, je pense que c'est foutu, voyez. Mais pour ce qui est de
ma capacité de ressentir les émotions, alors que, j'avais cette protection de ne plus les ressentir parce que ma sensibilité était grande, eh bien ça, je l'ai travaillé depuis des années et vraiment ça progresse. Vraiment, vraiment, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme autre exemple? Cette tendance, qu'est-ce que je pourrais dire? Cette tendance à être toujours effacé, voire même utilisé par les autres, hein. C'est pas un exemple qui m'est personnel, mais vous connaissez des personnes qui sont comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup effacées et même utilisées par les autres. Eh bien, ça peut se travailler, fort heureusement. Quand on vient en thérapie avec ce sujet-là, on va y aller petit à petit, on va travailler là-dessus, on va ouvrir les yeux sur ce qui se passe et puis on va se donner du sens à ce qui nous a amené à devenir comme ça et puis on va, faire de la créativité autour de comment se comporter autrement, comment penser autrement et puis on va se mettre en action, on va répéter et progressivement, on va devenir une personne plus présente dans le groupe, plus capable de dire stop. Vous voyez? Si je prends cet exemple d'effacer, voire utiliser. Nous ne nous résumons pas à notre personnalité telle que progressivement elle s'est construite dans notre enfance. De toute façon, en Gestalt thérapie, nous utilisons le concept du self. Le self, c'est moi, hein, ou vous, voyez. On le représente comme ça par un cercle et on décrit qu'à l'intérieur de ce self, il y a différentes composantes, hein, voilà, déjà. On n'est pas résumé à une étiquette, mauvais caractère. Voilà. Il y a déjà plein de composantes là-dedans. Et dans ce self, il y a notamment une partie qu'on appelle le je. Le je, vous savez, c'est cette partie qu'on a commencé à développer quand on avait 8, 10 mois, 1 an, quand on était assis dans notre chaise haute et qu'on a commencé à faire tomber notre cuillère, remarquer que ça fait du bruit, que maman ou papa se baisse pour la ramasser, que quand il me l'attend, je peux l'attraper. Voyez, là, l'enfant commence à prendre conscience qu'il a du pouvoir. Il a le pouvoir d'observer, de réfléchir, de décider, d'agir. C'est génial. Voilà. On a tous cette composante, ce je qui est aux commandes de notre vie. Et ce je, il peut choisir à tout moment de devenir davantage qui je suis, qui j'ai envie d'être. Voilà. Ce je, à tout moment, peut reprendre le pouvoir sur sa vie et décider que je vais évoluer parce que c'est mon désir. Il y a dans notre self, hein, à l'intérieur de ce moi-là, voilà, il y a aussi une autre partie en Gestalt thérapie qu'on appelle l'être, avec une majuscule. L'être, c'est cette partie qui préexistait quand je suis venue au monde, qui préexistait à la construction de ma personnalité, justement, hein. C'est une partie qui est aussi reliée, voyez, à plus grand que moi, à l'univers. Vous voyez, on peut avoir une compréhension spirituelle de cet être. Voilà. C'est qui je suis vraiment, en quelque sorte. Qui je suis vraiment malgré tout ce que j'ai traversé et qui je suis vraiment définitivement. Voilà. Il y a cette partie qu'on appelle l'être et cette partie-là, elle n'attend qu'une chose, c'est que, quelles que soient les épreuves qu'on a traversées, quelle que soit la personnalité qu'on a développée, qu'on se reconnecte à elle, qu'on redécouvre qui on est vraiment et qu'on devienne qui on est vraiment. Magnifique, non? Moi, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cette idée de je qui peut décider de se remettre au travail pour évoluer. Et cette
idée d'être qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui. Magnifique. Et vous, alors, qu'est-ce que vous reconnaissez dans ce que je viens d'évoquer? Quand est-ce que vous avez l'impression d'être aux commandes de vous-même, d'être dans ce jeu qui peut choisir sa vie, décider de la construire, de la faire évoluer, de faire évoluer qui vous êtes? Quand est-ce que vous vous reconnaissez en contact, en relation, en connexion avec cet être qui est vraiment vous-même? J'ai hâte de vous lire. Allez, dites-moi. Il y a des moments fugaces comme ça, hein, où on peut, des moments fugaces ou des moments précieux, où on peut comme ça se sentir pleinement soi, là, maintenant, tout de suite, relié à son être. Et puis d'autres moments où on peut se sentir plus d'énergie, de détermination, de courage, de redécider sa vie. Alors, je vois le commentaire de Stéphane. Merci beaucoup. La rencontre avec mon clown. Il t'attendait depuis longtemps, Stéphane. Voilà, une partie de toi, si je comprends bien, qui était là et qui n'était peut-être pas pleinement vécue. Super. Voilà, beaucoup de gens, en tout cas, un certain nombre de personnes se sentent un jour comme ça invitées à trouver leur clown. Il paraît, je crois qu'on en a tous un, hein, il me semble. Voilà. Et vous? Quelle est cette partie de vous, peut-être, que vous avez redécouverte dans un moment comme ça, de pleine conscience, de pleine ouverture à qui vous êtes? Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous donner comme exemple? Eh bien, en ce moment, je suis en train de mettre plus de conscience encore sur ce charisme qui est le mien de voir clair, de voir clair, de voir des choses, des compréhensions, des idées que d'autres ne voient pas, vous voyez. Voilà. Eh bien, ça n'a pas toujours été pleinement mis à profit dans ma vie, mais en ce moment, voilà, je prends conscience encore et encore que c'est vraiment moi, que c'est vraiment une richesse que je suis invitée à mettre au service des autres et de ma propre vie, évidemment. Hein. Voilà. Voilà quelque chose qui était peut-être plus discret dans qui je suis et que je suis invitée à déployer plus encore. Voilà. Non pas que ça a été bridé, mais voilà, on a toute une vie pour devenir pleinement soi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était la proposition d'aujourd'hui. Ne pas se laisser réduire à son caractère, surtout si c'est, comme on vous l'a dit dans votre enfance, un sale caractère, un mauvais caractère, un fichu caractère. Voilà, ne pas se laisser enfermer dans ces étiquettes. Et même si c'était un caractère tout à fait agréable ou en tout cas peu encombrant pour les autres, vous n'êtes pas du tout obligé de vous laisser réduire à ça. Vous pouvez vous redéployer, vous affirmer, reprendre votre vie en main, votre personnalité, votre être en main. Voilà. Alors, si ce sujet vous a intéressé, eh bien, je suis sûre que vous aurez de l'intérêt pour le live du mois prochain, qui sera dans une belle continuité,
je vous parlerai d'ego. Ah, cet ego qui n'a pas toujours bonne réputation non plus. Alors on continuera là aussi dans l'ouverture à une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus bienveillante euh, pour évoluer avec qui nous sommes. Si ce sujet vous a intéressé aujourd'hui, peut-être que vous seriez intéressé de découvrir prochainement la formation que je suis en train de développer sur le développement de l'enfant et de sa personnalité. Voilà, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes sophrologue, si vous êtes dans ces métiers où on accompagne l'humain ou d'autres métiers où on côtoie beaucoup l'humain ou tout simplement très curieux, voyez, j'aurai beaucoup de plaisir à vous accueillir dans cette formation sur le développement de l'enfant et de sa personnalité et bien sûr tout ce qu'on peut en faire ensuite. Voilà, un très très beau programme que je suis en train de vous concocter. Et puis, si vous avez envie d'échanger sur l'une ou l'autre question qui vous est venue, l'un ou l'autre témoignage que vous avez envie de me partager, ce sera avec beaucoup de plaisir. Vous connaissez mon téléphone, mes réseaux sociaux, vous me retrouvez facilement. Et pour moi, ce sera un grand merci de poursuivre l'échange. Je vous dis à la prochaine!